Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ici à Toulouse pour une nouvelle étape de Smart Industries organisée par Bismart for Change. Au cours de 28 minutes qui suivent, nous allons explorer les défis auxquels font face les industriels du territoire et comprendre comment les acteurs du capital investissement peuvent accompagner les entreprises dans leur croissance, dans leur passage à l'échelle et la création de valeur. C'est parti pour une nouvelle édition de Smart Industries. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagnée de 4 invités autour de moi. Bruno de Cambière à ma gauche, qui est président d'Ixo Private Equity et coordinateur régional chez France Invest. Merci, bonjour d'être avec nous. À ma droite, Robert Bousquet, président du groupe Hermic, et Christophe Lefloïc, directeur général de Sterella et Nova au sein du groupe Hermic. Et Mickaël Lozano, qui est président de Thessalis. Merci beaucoup à tous les 4. Alors je me tourne vers vous, Bruno de Cambière, pour cette première question. En tant que coordinateur régional chez France Invest, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des enjeux des industriels de la région ? Alors, la région Occitanie se caractérise par un PIB en forte croissance, le plus fort des régions françaises, avec un sous-jacent important qui est la croissance démographique. Qui dit croissance démographique dit de nombreuses créations d'entreprises dans le service et l'industrie, des filières d'excellence dans l'aéronautique, qui a connu un arrêt brutal pendant le Covid et qui aujourd'hui fait face au défi des productions de cadence à peu près entre 70 et 80 avions livrés par mois, ce qui veut dire qu'une contrainte très forte sur la supply chain, qui aujourd'hui est très diffuse contrairement à l'industrie aéronautique, donc un problème de reprise du cycle. Une industrie agroalimentaire qui a fortement souffert du fait de la guerre en Ukraine, donc avec des coûts de l'énergie et des matières premières qui aujourd'hui pourraient retrouver des marges. Une filière touristique très importante pour notre région, donc on a des moteurs importants pour le développement de notre région Occitanie. Et donc vous êtes coordinateur chez France Invest, est-ce que vous pouvez nous dire comment nous décrire un peu le dynamisme du private equity dans la région ? Alors le private equity est très dynamique en région Occitanie. En 2023, c'est plus de 130 entreprises qui ont été accompagnées par les fonds d'investissement. Ça représente la 3e région en termes de déploiement et un peu plus d'1,1 milliard mis à contribution et au travail dans ces entreprises. Alors, on a des chefs d'entreprise autour de nous qui vont nous donner des regards concrets par rapport justement au private equity. Robert Bousquet, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre groupe et nous expliquer, parce que vous m'avez raconté en amont, pourquoi est-ce que vous avez ouvert votre capital dès la reprise du groupe ? Oui. Je vais répondre à la première partie de la question. Donc, nous sommes un petit groupe qui s'appelle Hermic, d'environ 200 personnes, un chiffre d'affaires d'à peu près 46 millions d'euros. Et on œuvre dans différents domaines. Nos sous-jacents sont le domaine de la météo. Donc, si vous avez pris l'avion ce matin, quelque part, c'est un peu grâce à nos stations qui sont ancrées dans tous les aéroports. Et puis d'ailleurs, si vous avez pris un pull un peu épais ou un manteau un peu épais, c'est aussi grâce à nous, parce qu'on fournit également sur les grands centres nationaux, à commencer par Météo France. Donc ça, c'est un de nos sous-jacents. Un deuxième sous-jacent est dans le domaine de la mobilité. Donc chaque fois que vous rentrez, que vous sortez dans un parking, vous le savez ou vous ne le savez pas, votre plaque sera lue par nos appareillages. La même chose sur les routes, sur les autoroutes, et vous ne le savez pas, mais les grandes agglomérations font également du comptage. Les autorités, le ministère des Transports surveille les routes avec des systèmes de pesage. C'est tout ce qui couvre la mobilité. Nous sommes en territoire occitan. Et bien sûr, nous avons une activité dans le domaine de l'aéronautique, une activité historique. Dernièrement, pour ce qui concerne Sterella, une des 3 sociétés du groupe, nous intervenons également dans le domaine de la défense et nous fournissons et nous maintenons en conditions opérationnelles l'ensemble des champs de tir en France qui servent à l'entraînement, qui est absolument stratégique compte tenu de la situation géopolitique actuelle. Et pour finir, nous avons un dernier champ d'intervention qui est ce qu'on appelle l'automation, avec 3 départements, le home, le street et le yacht. Le yacht, c'est ni plus ni moins que du home de luxe et qui flotte sur l'eau. Voilà à peu près en quelques mots
qui nous sommes et le pourquoi effectivement d'avoir fait rentrer dès le départ un fonds d'investissement. C'est très simple, c'est qu'on est parti en 2010 d'une petite PME ou moyenne PME qui était de 78 personnes avec un chiffre d'affaires à l'époque de moins de 10 millions d'euros. Et on souhaitait, ce qu'on a fait, avoir une croissance forte, y compris par acquisition. Et donc c'est pour ça qu'on a fait rentrer en 2010... au rachat, au moment du rachat. Absolument. Mickaël Lozano, est-ce que vous pouvez vous aussi présenter votre activité et raconter aussi les grands marqueurs de développement de votre entreprise? Oui, bonjour. Donc, Mickaël Lozano, je suis président et cofondateur de Tesalis, qui est une société basée à Saint-Jean, dans la banlieue toulousaine, avec une forte activité à l'international. Donc, nous avons créé la société avec mes associés. Donc, on était 4 cofondateurs au départ. On nous a dit, vous êtes fous, déjà que 2 fois quand on s'associe à 2, c'est compliqué. Donc, à 4, vous n'allez jamais tenir. Ben, on tient toujours. Il y en a un qui est parti, puisqu'il y avait un père et un fils qui étaient les concepteurs des systèmes que nous, on fabrique. Et donc, il est parti à la retraite. Mais on est toujours aujourd'hui 3 cofondateurs dirigeants de la société. Nous fabriquons des systèmes pour les traitements des déchets hospitaliers à risque infectieux qui sont produits dans les hôpitaux, dans les laboratoires. En fait, c'est des machines qui permettent de broyer ces déchets et de les stériliser sur place. Donc ça économise le transport des matières dangereuses, parce qu'aujourd'hui, ces déchets-là, c'est les seringues, tous les déchets, les boîtes jaunes que vous avez beaucoup vues pendant la période du Covid. Donc, en fait, ces déchets-là, ils sont transportés vers des centres d'incinération et nos systèmes permettent de les traiter vraiment sur place, donc réduire les risques infectieux à la source. Et en se faisant aussi, on évite toute l'opération de transport qui est aussi génératrice de CO2. Donc on a un impact environnemental aussi qui est assez important. Et justement, dans le développement de votre entreprise, il me semble qu'il y avait plusieurs étapes de la création à aujourd'hui assez structurantes. Oui, en effet, on a démarré vraiment avec un prototype de notre système. Et pour cela, on a commencé donc à mobiliser quelques capitaux non dilutifs, en fait, des prêts. On a gagné quelques prix à l'innovation. La région nous a aidés aussi un petit peu. Mais très, très rapidement, en fait, on a présenté nos systèmes dans des salons internationaux et on a eu pas mal de succès. Ça nous a permis, en fait, avec ces commandes-là, donc de pouvoir industrialiser les produits. Et puis ensuite, donc, on a eu aussi l'opportunité de faire une petite opération de croissance externe qui nous a permis de développer notre gamme. Et enfin, on a pu réinternaliser toute la production une fois notre chiffre d'affaires était déjà un peu plus conséquent. Et comment les fonds ont été un catalyseur pour ce développement ? Les fonds ont été essentiels. Au départ, en fait, l'ensemble des fondateurs de la société, on ne venait pas de ce monde de start-up ou du capital. Donc, on n'était pas au courant de toutes les possibilités que ça pouvait apporter d'avoir des fonds au capital. On l'a découvert au fur et à mesure de notre aventure. Et on a été très, très content de pouvoir être accompagné. Donc, par exemple, en 2014, la société a été fondée en 2012. En 2014, donc, on avait des commandes, il fallait produire, il fallait industrialiser, donc il fallait des moyens. Donc on a fait rentrer un premier fonds parisien qui nous a permis justement en fait de trouver un réseau sous-traitant pour pouvoir fabriquer nos équipements et commencer à exporter. Et donc l'objectif a été, voilà, avec ça, on va franchir un palier, on va commencer à fabriquer des machines. Deuxièmement, en fait, on s'est rendu compte que le business model était pérenne, et donc on s'est dit là, il faut accélérer. Et donc à ce moment-là, en fait, on a sollicité, on a fait une nouvelle levée de fonds dans laquelle il y a un fonds toulousain qui est rentré au capital, les fonds historiques qui sont restés et qui nous ont accompagnés. Et à chaque fois, en fait, ça a été pour nous, ces fonds-là, ils nous ont permis de visualiser l'étape d'après, parce qu'en fait, quand vous démarrez, des fois, vous n'arrivez pas à vous projeter sur l'étape d'après, alors que les fonds, eux, ils connaissent et ils accompagnent déjà d'autres entreprises. Et donc, de les avoir aussi dans la gouvernance de la société, sous forme de comité de suivi, comité stratégique, ça a permis aussi aux dirigeants de pouvoir échanger et d'avoir un peu la vue sous les coups d'après.
Christophe Lefleuic, alors il y a plusieurs fonds qui vous accompagnent, si je me souviens bien, il y en a 4. Comment comment se déroule la relation avec chacun d'entre eux et leur intervention, le fait qu'ils soient 4, est-ce que ça change quelque chose? Alors non, pas fondamentalement. C'est avant tout avec les fonds qui nous accompagnent une relation de confiance. Concrètement, on se réunit à minima toutes les 6 semaines et on fait un point sur la situation, sur l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution des principales actions commerciales et autres avec les fonds qui nous accompagnent. La vie d'une entreprise n'est jamais un long fleuve tranquille, donc c'est important aussi de partager bien sûr les succès, mais également les moments difficiles. Et c'est ça qui fait aussi que quand on travaille en confiance, et on trouve toujours ensemble des solutions. Et c'est aussi ce qui est intéressant avec un fonds, c'est que, et avec des fonds comme c'est notre cas, ils ne sont pas dans l'opérationnel quotidien, mais par contre, ils nous donnent un élément de recul, de prise de recul, et de pouvoir échanger sur des réflexions plus sur la stratégie, sur l'évolution des sociétés et sur le futur. C'est ça, c'est un véritable accompagnement de conseil. Tout à fait, oui. C'est vraiment un partenariat sans être dans l'opérationnel au quotidien, mais avec une vue extérieure qui permet de se projeter, d'être accompagné sur la durée, et donc avec cette relation de confiance qui s'est instaurée depuis de nombreuses années. Et Robert Bousquet, vous avez parlé d'une PME en 2010, maintenant vous arrivez vers plutôt un statut d'ETI. Comment est-ce que ce passage à l'échelle a été réalisé? Qu'est-ce qui a été décisif? Alors, comme je vous l'avais dit, effectivement, on était une moyenne entreprise en 2010, 78 personnes pour être précis, avec moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et chemin faisant, on a fait effectivement le choix de faire rentrer un fonds dès le départ, parce qu'on savait qu'on voulait faire, en plus de la croissance organique, en plus de tout ce qu'on a fait, de réorganiser, etc., d'industrialiser, si je puis dire, la R&D, ce qui n'était pas le cas. On savait qu'on voulait faire de la croissance externe. Donc concrètement, on a repris une société en 2012, on en a repris une autre. La première société s'appelle Survision, la deuxième en 2014. À cette occasion-là, d'ailleurs, on a fait rentrer 2 autres fonds, on a commencé par XO et BPI France. BPI France parce qu'en fait on adresse beaucoup, on travaille beaucoup si vous voulez avec l'État, avec différents ministères, et c'était une évidence un jour d'écouter Nicolas Dufour je me dis mais qu'est-ce que je suis bête, bien sûr qu'il faut que BPI France rentre dans notre capitale, et au passage d'ailleurs on a ensuite participé on était dans la première promotion accélérateur PME. Voilà, qui était le point de départ, enfin, ou du moins l'ambition de départ. Et également en 2017, on a fait ce qu'on appelle un LBO, un Leverage Buyout, où on a fait rentrer un 4e fonds, BNP, et les 3 précédents ont eu le bon goût de vouloir réinvestir dans notre entreprise. Donc ça nous a permis, si vous voulez, et on a d'ailleurs fait le rachat d'une petite entreprise en 2017, et pour poursuivre, on devait faire le rachat d'une autre entreprise, une 4e, en 2020, mais comme vous savez, il y a eu le Covid, on n'a pas pu réaliser ce rachat d'une société d'ailleurs étrangère pour étoffer le groupe. Et qu'est-ce que ça nous a permis? Ça nous a fait effectivement, aujourd'hui on est à peu près à 46 millions d'euros de chiffre d'affaires, en démarrant à 7, 8, 9 millions, donc le parcours est pas si mal que ça. On est beaucoup plus profitable, on est beaucoup plus à l'international, et ça nous a permis, si vous voulez, de financer, pour aller à l'international, il faut des références fortes qu'on a obtenues en France, des positions d'ailleurs de leader dans le domaine de la météo, dans le domaine et également de la maintenance, dans la niche dans laquelle nous sommes. Ça nous a permis d'embaucher beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on a 17 nationalités, et on en est extrêmement fiers, avec beaucoup de binationaux. Et ça demande des finances, et c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, il faut être tranquille dans sa tête. Si toutes les nuits vous dormez pas bien parce que vous savez que vous allez avoir des problèmes financiers pour financer cette croissance-là, je pense que vous pouvez difficilement, et c'est ce soutien qu'on a eu dans les bons moments comme dans les moments un petit peu difficiles. Il a fallu gérer une croissance ou plutôt une décroissance en 2020 liée au Covid, avec un prix des composants qui était extrêmement affecté, des composants qu'on achetait avant crise de 35 €, puis qu'il fallait acheter à $250 à l'étranger. Il a fallu faire beaucoup de choses.
Et Dieu merci qu'on a été accompagné par ces fonds dans tout ce changement-là. Et Christophe Le Floy, quels étaient les axes prioritaires de transformation que vous avez perçus pour permettre justement cette croissance, cette toujours compétitivité au sein du territoire? Alors, la croissance, je pense, c'est à appuyer sur un fondamental qui est la maîtrise technologique. Oui. On fait des systèmes qui captent de la donnée, pour la plupart d'entre eux. Donc ça, c'est un fondamental, c'est un élément fort. La société, comme l'a dit Robert, sur les 10 dernières années, a beaucoup évolué. On a ajouté du service à cette maîtrise technologique initiale sur le produit pour pouvoir installer nos produits, pour pouvoir les maintenir en conditions opérationnelles dans les différents domaines d'activité, que ce soit dans la météo, que ce soit dans la défense ou sur la partie trafic routier. Et puis l'international a déjà bien progressé. De leaders français, on a eu des beaux succès et on a des beaux succès à l'international, par exemple sur le Koweït, où on a gagné la rénovation de toute l'infrastructure de stations météo d'observation pour le Koweït et le contrat de maintenance à suivre. Et donc aujourd'hui, les moteurs forts de notre croissance qu'on veut continuer à utiliser, c'est bien sûr l'international et puis l'innovation. Monter dans la chaîne de valeur. Comme je l'ai dit, nos systèmes captent de la donnée et aujourd'hui, nous travaillons pour offrir de nouveaux services proposés comme des services dans le cloud qui permettent à nos clients d'avoir non seulement de la donnée, mais également des services associés à ces données. Et cette montée en compétences est un élément fort pour notre croissance actuelle et sur les prochaines années. Et puis aussi, il y a les défis contemporains auxquels on pourrait penser, parce qu'il y a la croissance, mais il y a aussi la croissance pour répondre à tous ces enjeux contemporains dont on parle souvent, je pense à la RSE, etc. Est-ce que les fonds vous ont aidé à correspondre au mieux à ces enjeux-là? On est complètement en phase avec les fonds sur ces aspects-là. Moi, j'ai une vraie conviction, et dans le groupe, on a une vraie conviction sur la RSE, non pas comme un élément additionnel, mais comme un élément structurant de notre stratégie. Et on a déjà intégré dans notre activité, je parlais de la conception, l'éco-conception. Et ça, on l'échange et on travaille avec les fonds sur ces sujets-là. C'est aussi une manière de pouvoir échanger avec d'autres affiliés dans les fonds. Et ça, c'est aussi intéressant d'avoir ce partage d'expérience. Et dans mon souvenir aussi, en termes de RSE, vous avez engagé beaucoup de vos employés au sein de l'entreprise. C'est avant tout une démarche d'entreprise, donc avec des actions concrètes sur l'amélioration des conditions de travail, sur l'économie d'énergie, sur réfléchir sur le transport. C'est un élément qui génère beaucoup de CO2. Donc travailler sur comment passer à des modes plus doux au niveau du transport. Sur nos locaux aussi, on a fait un agrandissement important de nos locaux et on en a profité pour mettre en place une installation photovoltaïque qui nous permet sur ce site d'Hauterive de couvrir à peu près 40% de nos besoins d'électricité en annuel. Donc c'est intéressant, non seulement d'un point de vue, je dirais, purement financier, mais également de réduction de notre impact CO2. Et Bruno de Cambière, vous qui êtes directeur général d'une société de gestion, qu'est-ce que vous regardez en premier? Quels sont vos principaux points d'attention lorsque vous entrez au capital de différentes entreprises? Alors, pour nous, le plus important, c'est ce qui est hors bilan, c'est-à-dire la qualité des équipes, la complémentarité, leur aptitude à encaisser des chocs, à réagir, à gérer de la croissance, à recruter des bons talents. Voilà. Et donc, poser un diagnostic, prendre le temps de comprendre les arcanes de fonctionnement d'une équipe et comment elle prend les bonnes décisions. Et comment vous faites pour vous assurer tout ça? C'est un peu de doigté, d'écoute, surtout de si c'est hors bilan. Si c'est hors bilan, c'est vrai que... Mais ça se retrouve dans les bilans forcément. Si on a une bonne équipe, on le retrouvera dans les comptes. Mais c'est déjà de savoir quelles sont leurs perspectives, leurs projections, la connaissance des marchés intimes, l'expertise produit, internationale ou pas. Enfin voilà, c'est ce dont on a besoin pour faire équipe et pendant quelques années ensemble. Voilà. Et quand vous les accompagnez, quels sont les leviers que vous pouvez conseiller pour permettre de passer à l'échelle? Alors, le constat d'un bon accompagnement, c'est la création de valeur. C'est un peu le thème
en filigrane de notre réunion. Et la création de valeur que nous constatons, nous, chez France Invest, 80% de la création de valeur, c'est de la croissance. C'est la croissance d'une activité qui est bien conduite. Comme vous voyez autour de la table, c'est la croissance interne à l'international, c'est la croissance externe. Ce que nous ont raconté Christophe et Robert, c'est des entreprises qui, sans l'adjonction de fonds, n'auraient pas changé de périmètre et se seraient pas développées, auraient connu une croissance statu quo. Voilà. Et donc là, le fait de savoir lever de l'argent, fonds propres, dette, d'avoir l'audace de réaliser des croissances externes que d'autres n'auraient pas fait, permet de créer de l'emploi, de l'investissement et de la valeur. Et Mickaël, vous nous avez dit qu'il y avait un fonds régional au capital de votre entreprise. En quoi c'était fondamental pour vous? Peut-être je vais vous poser aussi la question parce que vous avez également ce même... Un fonds régional, pourquoi? Parce que nous, on a démarré de zéro avec une activité d'un côté industriel et d'un autre côté très très fortement international. Et donc ça, des fois, c'est un peu compliqué d'aller dans ces terrains-là. On a besoin des fonds qui comprennent aussi la valeur ajoutée que l'entreprise peut apporter au territoire, dans la capacité à créer de l'emploi, à mobiliser des sous-traitants en local et également à se faire accompagner. Et pour nous, ça a été très très important aussi, la capacité de pouvoir choisir un comptable qui sait faire les comptes pour une entreprise qui lève des fonds et qui va à l'international, pouvoir se faire accompagner, diversifier son pool bancaire par exemple, ou travailler avec des avocats spécialisés dans la propriété intellectuelle qui vont permettre d'aller déposer des brevets à l'international. Et ça, c'est des outils que nous, en tant qu'entreprise donc industrielle au départ, mais en partant des zéros, on n'a pas forcément. Et ces fonds régionaux nous apportent vraiment cette vision, cet ancrage dans les territoires et cet écosystème en fait que peut-être tout seul on ne serait pas capable de mobiliser. Oui, c'est rentrer dans cet écosystème qui est fondamental pour vous aussi? Oui, enfin, nous, la raison d'avoir choisi, en particulier en 2014, à la fois BPI France et puis à la fois un fonds régional, c'est très simple parce qu'on était soutenu par la région et c'était impensable moralement de ne pas faire appel à un fonds régional, tout simplement. Et comment est-ce que vous conciliez justement les visions de tous ces fonds? Est-ce que parfois ils vous apportent des conseils qui sont peut-être différents, ils sont alignés tous sur la stratégie? C'est vraiment une bonne question parce qu'en fait, au fond, votre question rejoint ce que disait Bruno, c'est l'alignement en fait sur la création de valeur. En fait, c'est le point commun, c'est vraiment la création de valeur. Les fonds sont là, enfin, leur métier, si je l'ai bien compris, c'est quand même de récolter, de récolter de l'argent, d'avoir des souscripteurs, que ce soit des banques, des institutionnels ou des privés. Moi-même, à titre personnel, je souscris à ces fonds et que ça soit aligné, si vous voulez, avec les objectifs de la société qui eux-mêmes, c'est plus large que ça, doivent être alignés avec les expectations des clients. Et c'est vraiment cette création de valeur qui fait une espèce de stratégie commune que doit avoir à la fois les fonds et les banques. Les fonds amènent des fonds propres, les banques amènent de la dette qu'on doit souscrire quand on fait des opérations de LBO. Et qu'attendent en fait tout ce pool financier, ils attendent des résultats. Des résultats que, grosso modo, pour dire simplement, l'euro qui est investi aujourd'hui vaudra plus demain. Et le banquier, il attend tout simplement qu'il n'y ait pas de fêlure dans le remboursement des dettes quand il faut le faire. Et c'est pas du tout un tabou, c'est vraiment ancré en fait dans notre tête. Et au niveau de la société, donc il faut arriver à créer cette valeur. Comment la créer dans notre cas de figure? On est très orienté sur l'innovation, qui est encouragée évidemment par les fonds et puis également par l'exportation. Et ça demande des moyens. Et même à l'intérieur de l'entreprise, si vous voulez, il faut faire adhérer chaque personne. Il ne faut pas faire de l'innovation pour faire de l'innovation. Il faut faire de l'innovation pour arriver à avoir des produits ou des services. Nous, c'est des produits exclusivement et qui répondent, si vous voulez, à des demandes en fait de nos clients. Et si globalement vous arrivez à intégrer tout ça, y compris le sujet de la responsabilité environnementale et sociétale,
si vous arrivez en fait à englober tout ça comme une espèce d'équipe, qui est conjointe avec le client, ceux qui nous permettent de progresser, les fonds, les banques, et que vous ancrez ça à l'intérieur de la société, vous arrivez à créer de la valeur. Créer de la valeur pour quelqu'un qui va travailler sur la R&D, c'est tout simplement être satisfait de se dire que ce qu'il a fait, les heures qu'il a passées, ont une répercussion sur un produit qui va être vendu au bon prix, et tout ça dans un environnement global, mondial. Il faut que ça corresponde aussi aux demandes de marché. Donc je pense que le fil conducteur, c'est vraiment la création de valeur et le partage en fait de cette création de valeur entre des fonds qui ont eu le bon goût de nous faire confiance. Et il faut qu'on soit à la hauteur de cette confiance. Et puis la satisfaction à l'intérieur des entreprises, aussi bien au niveau de la R&D, le commercial, il sera content parce qu'il pourra vendre ses produits. Et c'est ça le fil conducteur. La création l'alignement. Voilà, l'alignement. Merci beaucoup à tous les quatre. Je rappelle que Bruno de Cambière, vous êtes président d'Ixo Private Equity et coordinateur régional chez France Invest. Robert Bousquet, président du groupe Hermic. Christophe Lefluic, directeur général de Sterela et Nova au sein du groupe Hermic. Et Mickaël Lozano, président de Thessalis. Merci beaucoup à tous les quatre. Et quant à nous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Smart Industries.